Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau du Vendredi Santé dans Lady vous écoute Vendredi Santé, santé des femmes précisément, avec un praticien qui sait de quoi il parle puisque la santé, c'est quelque chose de sérieux. Dans Lady vous écoute aujourd'hui, un invité, Dr Jean-Claude Lapraz, bonjour. Bonjour Lady. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes médecin clinicien, vous avez eu à travailler en Afrique. Nous avons 90 minutes pour pouvoir en parler. Et surtout, vous avez accepté de nous présenter votre dernier ouvrage qui s'intitule « La médecine personnalisée » aux éditions Odile Jacob, avec un sous-titre « Retrouver et surtout garder la santé ». Un ouvrage réalisé en duo, dois-je dire ainsi, avec une femme, ça n'est pas pour gâcher notre plaisir, Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, qui est journaliste et qui vous a suivi pendant 2 ans alors que vous faisiez cet ouvrage. Merci d'être présent. Je vais présenter le livre à la caméra et rappeler donc notre sujet du jour qui s'intitule « Femmes et médecine naturelle ». Alors, la médecine naturelle, c'est normalement ce qui n'est pas forcément chez le pharmacien, que l'on pourrait trouver dans la nature. Entre la nature et le pharmacien, il y a du chemin. Et c'est de ces choses-là que nous allons parler en pensant beaucoup à la santé des femmes, de la puberté à la ménopause. Il y a plein de choses que l'on pourrait faire. Nous sommes en direct, 01 45 55 76 87. Mesdames et messieurs, le guichet est ouvert. Le spécialiste va pouvoir répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, déjà ? Écoutez, ce livre, il est le fruit d'un long cheminement, puisque je suis un médecin formé à la faculté de médecine de Paris et j'exerce la médecine générale à Paris. J'ai travaillé aussi en cancérologie pendant un certain nombre d'années à l'hôpital Boucicaut. Et mon chemin m'a conduit à mener une réflexion générale sur la médecine à partir du moment où, dès le début de mon installation, je me suis rendu compte que nous, les médecins praticiens de ville, mais aussi en hôpital, comme on pourra le développer plus loin, nous sommes confrontés à des problèmes, à savoir que les malades échappent bien souvent à l'action des traitements, ils présentent des effets secondaires. Et vous voyez que même 40 ans plus tard, les problèmes sont devenus vraiment à l'ordre du jour avec les grands scandales du médicament qu'on connaît de nos jours. Et donc ma réflexion remonte à 40 ans et j'ai essayé de trouver dans le monde de la médecine ce qui pouvait apporter un plus ou qui pouvait se présenter comme une alternative à des traitements chimiothérapiques qui sont généralisés en usage en médecine, et essayer de trouver des traitements alternatifs moins dangereux, plus naturels, plus physiologiques. Alors, quand on est médecin et qu'on regarde ce qu'on a à notre disposition dans le monde, il y a le monde végétal, il y a le monde minéral, il y a le monde animal. Et bien entendu, le monde végétal, c'est la base dans toutes les civilisations de la médecine traditionnelle. Et c'est aussi, encore de nos jours, la source des grands médicaments modernes. Donc, c'est un long cheminement qui m'a amené, au bout d'un certain nombre d'années, avec un groupe de médecins, nous avons formé des centres de recherche, nous avons travaillé en France, nous avons travaillé à l'étranger, et nous nous sommes rendus compte que dans 80 à 85% des cas de médecine quotidienne, on peut sans aucun problème remplacer les médicaments de synthèse par des plantes médicinales à plusieurs conditions. Et ces conditions sont importantes. Tout d'abord, il faut savoir que nous sommes des médecins. Donc, avant de soigner quelqu'un, il faut savoir ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il faut établir un diagnostic. Pour établir un diagnostic, vous avez plusieurs étapes. Tout d'abord, vous devez écouter le malade. Quand le malade vous parle, il vous donne beaucoup d'informations. Et ces informations, vous devez les intégrer pour, à la fin de votre première discussion, avoir une idée de ce que peut signifier le discours du malade, les symptômes qu'il présente, par rapport à la science moderne, c'est-à-dire par rapport à la physiologie. Donc cette première étape de l'écoute, elle est capitale. Or, nous sommes dans une médecine qui n'a plus le temps d'écouter les malades. Ne m'en parlez pas, docteur, ne m'en parlez pas. Et là, c'est vraiment le drame pour les patients, les patientes. Et l'Afrique dans tout cela. Donc, quand on parle de médecine naturelle, on pense à la pharmacopée, la phytothérapie, on pense aux tradipraticiens. Est-ce que vous seriez en train là de réhabiliter les guérisseurs, les tradipraticiens ? Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est... Je termine juste mon propos. La première étape, c'est l'écoute. La deuxième étape, c'est le diagnostic clinique, c'est-à-dire l'examen du malade. Et un examen attentif qui regarde le malade déshabillé et qui, même lorsqu'un enfant vient avec une angine, surtout dans les formes chroniques de maladie, mais même dans les formes aiguës, vous devez examiner le malade dans sa globalité. Parce que dans le corps humain, tout est lié et tout est interdépendant. Quand on a compris ça, évidemment, ça change la vision du diagnostic. C'est-à-dire que
Quand j'étais médecin classique, je suis toujours, bien entendu, puisque je suis au cœur de la médecine. J'ai travaillé en cancérologie, comme je vous l'ai expliqué. Nous portons un diagnostic sur le symptôme, c'est-à-dire que la malade présente un cancer du sein, on va traiter le cancer du sein. Quand on a une vision beaucoup plus large, et on pourra développer ça après, si vous voulez, parce que c'est des sujets très importants, on replace la maladie, c'est-à-dire cancer du sein, dans la globalité du malade, c'est-à-dire on replace le sein dans la relation qu'il a avec les autres organes. Et cette notion d'intégration est capitale parce que c'est elle qui va pouvoir justifier l'usage et le recours à la plante médicinale. Alors la plante médicinale, c'est quoi? C'est le fond commun de toute tradition. C'est un matériel naturel composé de principes actifs, c'est-à-dire c'est de la chimie naturelle. Mais à la différence du médicament de synthèse qui est soit construit totalement artificiellement en laboratoire, soit extrait de plantes, des principes actifs de plantes anticancéreuses dont on modifie la structure pour faire les grands médicaments synthétiques modernes. Quand on prend des extraits globaux de plantes, les effets sur l'organisme humain, effets que la médecine n'a pas étudiés à partir du moment où elle est partie dans la voie exclusivement de la chimie, ces effets sont absolument fantastiques quand on sait les regarder et quand on connaît ce qu'on est capable d'induire sur le corps d'un individu. Donc il faut faire de la médecine et de la physiologie. C'est-à-dire que la plante est de la science, elle n'est pas en dehors de la science. Pour en venir maintenant à la notion des tradipraticiens, c'est fondamental parce que les tradipraticiens, ce sont eux qui ont récolté par la tradition, par les connaissances millénaires, qui ont identifié, qui avaient des effets qui étaient réels sur les gens. Et donc, ils ont mis en place des ensembles de traitements complexes et avec lesquels ils obtenaient des résultats. Le grand problème, c'est que quand on est confronté à l'usage exclusivement des tradipraticiens, le grand problème, c'est la plupart du temps, on n'a pas un diagnostic clinique précis. Or, le diagnostic, il est important parce qu'il faut savoir ce qu'on soigne. Ensuite, il faut savoir ce qu'on fait avec la plante et comment on va l'utiliser. Donc, il y a toute une notion où il faut reposer un regard scientifique sur la plante et donc l'intégrer dans une vision pharmacognosique et pharmacologique. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'étape clinique. Le médecin, ayant posé un diagnostic avec les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, le médecin, à ce moment-là, va faire une réflexion, il va dire oui, je vais utiliser cette plante pour traiter cette personne qui présente cet ensemble de symptômes parce que son corps fonctionne d'une façon déséquilibrée. Par exemple, il a un système sympathique trop fort, il a une thyroïde trop faible, il a un foie bloqué. Il faut répondre aux exigences de la science moderne. Donc il faut replacer le savoir des tradipraticiens sous le contrôle de la science et sous le contrôle de la médecine. C'est de là que vient le conflit. Parce qu'il y a effectivement dans ce clivage un clivage culturel aussi, c'est sous le contrôle, comme on dit bien, qui pose un véritable problème quand on sait que sous d'autres cieux, sous les tropiques notamment, les femmes, les grands-mères, les tradipraticiens, les guérisseurs ont eu recours à cette médecine traditionnelle, ont eu recours à ces plantes de leur environnement pour apporter des solutions. Aujourd'hui, devoir justement s'astreindre à être sous le contrôle d'une toute autre médecine, c'est peut-être là le problème. Je voudrais qu'on puisse regarder, avant que nos appels pleuvent dans cette émission, en images, comment cette médecine traditionnelle en Afrique se présente. Regardez avec nous, à tout de suite. Ce n'est pas moi qui ai donné les noms. Au niveau des expositions, dans notre ministère de l'Industrie, que les hommes sont là à côté, ils sont venus me dire que ça c'est là 24 heures. Ils ont fait 24 heures. Voilà les remèdes qui arrangent le mariage. Ça arrange le mariage, ça rend les bénédictions dans la maison, c'est-à-dire que vous allez accoucher sans le problème, sans paniquer, parce que si on dit non, si le troisième pied ne marche pas, tu ne réponds pas à ton nom. C'est que tu n'es pas au niveau de nom. Hein? Mais si tu es sûr de toi, 5 sur 7, toutes les femmes vont te respecter, les valeurs, les dignités, les nourritures bien préparées. Et vous n'avez pas de problème de susciter. Parce que si l'homme ne résiste pas, lorsque femme, 2 femmes, 3 femmes, insulter, te sasse. Non, monsieur. Il dit que son problème maintenant, c'est qu'il veut aller m'aider. Beaucoup de hommes sont amenés, peut-être, si c'est
15 personnes. Donc, à 2 semaines, 15 personnes. Que les hommes les beaux hommes qui veulent se suicider, on l'a taché comme ça là. On l'amène, c'est très long, il parle, c'est très long, il parle. Donc c'est pour dire que ça, c'est pour l'impuissance générale. Même si tu es l'homme va être, mais l'homme c'est un couteau. Si le couteau n'est pas transant, en égorgeant, tu vas paniquer. Mais si le couteau est bien transant, est-ce que tu peux paniquer? Tu ne peux pas. Et cette produit s'appelle Abipro. Il porte directement mon nom. Abipro, c'est-à-dire que les hommes dans la voiture chaque 2 semaines, vous ne parvenez pas à vidanger votre ventre. Or que l'homme, il en voit beaucoup, plus que la voiture. Hein? Donc comme ça, beaucoup tout. Majorité qu'on dit, l'homme, l'éclair qui est bouché au niveau des reins. Voilà comment l'Organisation mondiale de la santé définit la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, j'en fais souvent usage. J'ai encore plus trouvé l'efficacité de cette médecine lors du traitement de mes crises de sinusite. J'ai été traité par les racines et depuis, je ne sens plus ces maux de tête atroces, je ne fais plus de crise de sinusite. Au Togo, comme partout ailleurs, les détenteurs du secret de la guérison par les plantes ou des connaissances ésotériques font du chemin. Les statistiques disaient que 70% de la population fait recours à la médecine traditionnelle. Après, on nous dit 80% fait recours à la médecine traditionnelle. Tout dernièrement, dans un document de l'OMS, j'ai lu 85% de la population fait recours à la médecine traditionnelle. Je vous rassure que demain prochain, là, on nous dira que 90% de la population fait recours à la médecine traditionnelle. Ça veut dire que les gens ont vite compris maintenant que c'est pas le naturel qu'on peut soigner. Par la grâce de Dieu, j'ai conscience à la médecine traditionnelle. Si ça peut aller. La population aidant, les tradipraticiens au Togo ont pris d'assaut les médias pour vendre leurs promesses aux grandes dames de l'autorité, ouvrant la voie aux faux prophètes, aux charlatans sans scrupules qui vivent aux dépens de celui qui les écoute. Quand j'étais gosse, j'avais régulièrement des crises d'asthme. Et puis, on m'a amené chez un monsieur qui pratiquait la médecine traditionnelle. Mais j'ai beau utiliser tout ce qu'il m'a prescrit comme médicament, mais je n'ai pas été satisfaite. Dans nos recherches, nous avions rencontré un fils de guérisseur traditionnel, docteur en pharmacie, avec une thèse sur la contribution à l'étude des dicotylédones médicinales. Je veux dire, les plantes à feuilles médicinales. Retour plateau dans Lady vous écoute, la médecine traditionnelle des femmes, on va dire comme cela, quand bien même elles ne seraient pas malades, ça peut être aussi à titre préventif. Sur le plateau, le docteur Jean-Claude Lapraz, médecin. Vous nous avez fait là un exposé déjà du pourquoi du de la médecine naturelle. La question qui se pose à vous, mesdames qui nous regardez, et à vous aussi, messieurs, d'ailleurs, seriez-vous disposés donc à avoir recours à la médecine traditionnelle quand on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans, quand bien même on nous en vante les vertus? Et notre sujet, je le rappelle aujourd'hui, étant comment est-ce que les femmes peuvent-elles donc se faire accompagner par cette médecine traditionnelle, médecine naturelle plus précisément, pour pouvoir ne pas avoir à en venir à la grave situation qui fait que peut-être il faille faire de l'artillerie, de l'artillerie lourde. Docteur. Vous soulevez des questions vraiment très importantes parce que je suis persuadé que l'avenir de la médecine et donc de la santé des populations passe obligatoirement par la réintégration de l'usage de la plante médicinale comme base pour le traitement des malades dans les pratiques courantes. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on pourrait traiter la majorité des gens pour les affections qui ne nécessitent pas, comme on le fait malheureusement actuellement, le recours à des médicaments lourds. On pourrait utiliser des plantes médicinales, mais à des conditions précises, comme je vous l'ai dit. Savoir ce qu'on traite et savoir les effets de ce qu'on utilise. Mais du point de vue de la patiente, la bonne femme, je vais dire, parce qu'il y a effectivement tout ce courant de pensée, d'une part, mais Madame une telle qui a mal ici ou mal là, qui ne se sent pas bien, comment la convaincre, la mener tout simplement à avoir recours à cette médecine naturelle
qu'à des médicaments à l'intérieur desquels on lui a dit ceci, il y a ceci, il y a cela. A priori, des choses qui sont censées la protéger, contrairement à une plante, qui n'est pas tous les effets secondaires. Ça, vous soulevez le problème. C'est un problème de santé publique, c'est un problème politique en réalité. À partir du moment où le politique décidera que la plante médicinale doit être réintégrée dans la médecine, et donc elle aura pris compte, il y a des travaux qui se font, il y a des liens qui se font en Afrique. Moi, comme je vous ai dit, j'ai travaillé quand même dans 5 pays africains quand j'ai fait de l'humanitaire dans le cadre de la Fondation Raoul Follereau et aussi à Madagascar dans la lutte contre le choléra. Je peux vous assurer qu'il y a des médecins et qu'il y a des pharmaciens qui connaissent les propriétés des plantes médicinales africaines, comment on peut les utiliser, et ils savent aussi comment on peut mettre sur le marché des médicaments, des médicaments répondant aux critères de la pharmacologie moderne, c'est-à-dire on sait ce qu'il y a dedans, on sait le dosage, on sait les pesticides, qu'il n'y a pas de résidus. Donc ce sont des produits réellement qui sont sans danger, qui sont doués d'une réelle activité pharmacologique. Donc ça, il faut pouvoir public dans les divers pays. C'est ce qui s'est passé pour le Mexique, ce qui se passe pour le Mexique. Pendant des années, j'ai travaillé au Mexique avec un médecin qui s'appelle le docteur Esch, qui est responsable de la société de phytothérapie clinique au Mexique. Nous avons réussi, grâce à son travail et à sa volonté, d'avoir un partenariat avec le ministère de la Santé de la ville de Mexico pour mettre en place la formation de 45 médecins qui utilisent maintenant dans les centres de soins de la ville de Mexico les plantes médicinales mexicaines. Et on pourrait faire ça dans tous les pays d'Afrique. On pourrait le faire, mais comment pourrait-on amener, vous l'avez dit tout à l'heure en préparant cette émission, les femmes sont au cœur du système de santé de chaque famille, pour leur propre santé elles-mêmes. Comment les amener à se rediriger prioritairement vers ce type de produits plutôt que vers des médicaments en pharmacie, parce qu'il y a bien tout ce qui est de l'ordre des pouvoirs publics, des réseaux de santé, mais il y a ce qui tombe sous le sens de Madame Untel, encore une fois, qui voudrait simplement avoir recours à une solution qui ne soit pas une solution improbable. Comment faire en sorte qu'il y ait ce déclenchement, justement? Alors, c'est par l'éducation, c'est par l'enseignement, c'est par la formation, c'est par les échanges entre les tradipraticiens et les pharmacognostes. Et Dieu sait s'il y a des gens d'extrêmement haute qualité intellectuelle et scientifique dans les pays africains, parce que j'en ai rencontré, je travaille encore avec eux. Je vous assure que vos pays sont prêts, il suffit qu'il y ait une volonté politique. Et à ce moment-là, on apprend aux médecins, praticiens, comment utiliser les plantes médicinales du pays dans des associations qu'ils feront et qui seront délivrables en pharmacie avec des médicaments. Alors justement, phytothérapiques. Vous êtes en train de nous dire que cette médecine naturelle ne viendrait pas au consommateur, à la consommatrice finale, sous forme de plantes, de poudre, de liquide, tel qu'on l'a vu dans la vidéo, mais de toute façon sous forme de médicaments en pharmacie. Et, si vous voulez, il y a divers procédés, diverses formes galéniques qu'on peut mettre à la disposition des gens. On peut mettre des extraits liquides, on peut mettre des plantes en nature, mais à condition que ces extraits liquides et ces plantes soient contrôlés, qu'on soit sûr de la qualité. Et que lorsqu'on vous dit il y a telle plante qui est dans telle préparation, que ça ne soit pas une plante voisine qui pourrait être toxique. Vous voyez, il y a tout un problème de risque de toxicité. En toute bonne foi, les gens ne savent pas qu'ils vont utiliser une mauvaise plante. Et c'est ce qui se passe avec un certain nombre de problèmes qu'on a eu avec les plantes chinoises en Belgique il y a quelques années. Des médecins utilisaient des mélanges de plantes chinoises dans le traitement de l'obésité. Et il y a eu un certain nombre de femmes, à peu près une centaine de femmes, qui ont eu des problèmes d'insuffisance rénale grave. Certaines ont dû être greffées parce qu'il y avait des plantes toxiques à l'intérieur qui étaient mélangées avec des plantes qui avaient une réelle efficacité positive pour ces gens-là. Mais comment faisaient nos grands-mères, en fait, pour ne pas se tromper justement de plantes? Nos grands-mères, si vous voulez, il y avait les plantes courantes, banales. Par exemple, la camomille, on sait que la camomille, c'est bon pour le foie. Dans toutes les familles, on le savait. Et la pharmacologie le prouve maintenant qu'elles avaient raison. Tout ce qui est dans la tradition, il y a énormément de bons. Et il y a des questions qui se posent parce que parfois, on ne sait pas quelle est la plante qui est utilisée. Et surtout, comme je vous le disais en commençant, on ne sait pas exactement le diagnostic pour lequel elle a été utilisée. Parce que vous pouvez avoir un mal de tête, par exemple, et dire « cette plante, elle est très efficace pour le mal de tête ». Si le mal de tête est lié à un problème hépatique et que la plante, effectivement, elle a une action positive sur le foie du malade, le mal de tête va guérir parce que la plante aura guéri, aura corrigé l'état du foie qui est responsable du problème du mal de tête. Mais si c'est pour une autre raison, s'il y a une tumeur dans la tête,
vous allez passer à côté d'un diagnostic et le retarder si vous ne faites pas le diagnostic d'abord. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'insistais au départ en disant il faut savoir ce qu'on fait en médecine. Alors, ce qui intéresse nos patientes, bien sûr, c'est de leur désigner, en quelque sorte, en leur disant, voilà, la citronnelle, mesdames, quand ceci, cela, voilà pourquoi vous pouvez en prendre, et puis telle autre plante. Parce que le problème aussi, c'est que quand on a, tout au moins dans les livres, ce qu'on en apprend, c'est qu'on fait référence à des plantes qui souvent ne sont pas dans l'environnement d'origine. Dans les pays d'origine de ces patients, quand on parle de la sauge, de je ne sais pas quoi, ça n'est pas toujours ce qu'on a sous la main. Or, vous plébiscitez des plantes qui sont dans le milieu de vie de ces patientes, et en l'occurrence, nos téléspectatrices qui sont soit originaires d'Afrique ou qui vivent sur le continent, on gagnerait à savoir, donc désormais, dans ces plantes, ces produits que l'on a autour de soi, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour résorber quoi? Et je suppose que cela n'exclut pas d'aller voir le médecin. 01 45 55 76 87. Notre ligne est ouverte et vous pouvez nous adresser vos courriels par mail puisque nous pouvons vous les lire en direct à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Commençons donc par la jeune fille pubère, prépubère même. Vers quoi faudrait-il se diriger? Alors, si vous voulez, la puberté, c'est quoi? C'est la mise en place d'un système hormonal complet, adulte, qui fait qu'une petite fille est en train de se transformer et que ses hormones génitales, les estrogènes, la progestérone, vont devenir actives et qu'un phénomène cyclique va se mettre en place. C'est quelque chose de très compliqué, vous savez, le cycle féminin. Parce que je veux bien vous croire. Les hommes le savent aussi, parce que parfois, en fonction du cycle, on peut avoir des états émotionnels plus forts, plus violents, au contraire plus calmes. Donc, ça peut jouer dans le rapport avec son mari, par exemple. Si vous voulez, il y a hormonal en équilibre transition. C'est qui fait qu'il y a une femme, elle se fait plus ou moins bien. Ils mettent des années avant normaux. Un cycle absolument. Certaines peuvent être très abondantes, voire au contraire des pauvres. Chaque aspect de l'état des menstruations relève l'état hormonal. Je voudrais, si vous permettez, sur ce point-là, je vous dis bon ou pauvre, que pauvre, c'est bien, oui. Est-ce que cela induirait, parce qu'on peut l'entendre comme tel, si ce sont des règles pas abondantes, c'est grave? Ça traduit une anomalie dans le fonctionnement. Ça peut traduire, par exemple, des règles pauvres et peu abondantes, un déficit en estrogène. Ce qui voudrait dire que ça n'est pas normal. Ça traduit une anomalie. Ce n'est pas forcément une maladie, mais ça traduit une anomalie dans le fonctionnement. Oui. Et si on ne tient pas compte de cette anomalie, peut-être qu'à 40 ans, cette anomalie aura induit progressivement un déséquilibre tel que ça fera apparaître un cancer du sein à 40 ans chez cette jeune femme. Vous voyez comme... Alors, le problème, quand on parle d'intimité, notamment, c'est que, ma foi, abondante ou pauvre, les règles, on a de points de référence que les siennes, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe sous la jupe de la copine, de la voisine, de la cousine. Oui. Et donc, on n'a pas vraiment d'indicateur pour savoir si on est dans la bonne fourchette. Bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, le rôle de celui qui connaît la médecine, il est important. Et Dieu sait si en Afrique, vous avez plein de médecins qui sont capables de faire ça. Mais tous vos médecins sont capables de faire des diagnostics. Et tous vos médecins, s'ils voient une femme qui a un déficit en estrogène, au lieu de donner des estrogènes de synthèse, pourraient donner des plantes africaines à activité estrogénique. Alors, sauriez-vous nous indiquer lesquelles? Même de manière approximative, pas à la virgule près, ni au poids, au gramme près, mais si tout vous voulez, de même. Moi, je connais les plantes européennes, parce que j'ai fait de l'humanitaire en Afrique, bien entendu, mais avec mon savoir de médecin européen et de médecin parisien. Ouais. Donc, il faudrait introduire dans notre discussion les médecins de ces divers pays qui connaissent. Et Dieu sait s'il y a un savoir qui est important et qui se développe dans vos pays et dont il faut que vous preniez conscience et de l'enjeu qu'il y a pour l'avenir de la santé. Est-ce que vous pensez qu'une patiente qui va voir le médecin, qui attend une solution au problème qui est le sien, verrait de bon augure qu'on lui dise « Madame, je ne vous donne pas une ordonnance pour aller chez le pharmacien ou alors je vous donne une ordonnance pour aller voir l'herboriste du coin qui vous allait mettre 3 grammes de ceci, faire chauffer cela, laisser reposer, le filtrer et le boire à température ambiante ». Est-ce que vous pensez que les femmes, et les hommes d'ailleurs, est-ce que les patients sont prêts, eux,
Écoutez, quand bien même les gouvernements, oui, les organismes de santé s'accorderaient à proposer cela, est-ce que le grand public est prêt à fonctionner de cette manière? Dans les pays africains, il y a une tradition et les gens savent. Ils ont souvent recours aux préparations comme ça. Mais par défaut, ou est-ce que c'est ce qu'ils voudraient? A priori, est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que c'est quand on ne sait plus quoi faire, quand la médecine n'a plus apporté de solution, on se dit je vais aller voir du côté de ce que ferait ma grand-mère, on m'a dit d'aller dans mon village, je vais peut-être boire ceci, on mélange ceci avec cela, ça peut très bien faire un cocktail encore plus explosif. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut savoir, il faut connaître à quoi sert la plante et qu'est-ce qu'on veut faire avec cette plante et dans quel but on l'utilise et pour quelles raisons. Vous voyez, c'est pour ça que vous pouvez avoir des résultats spectaculaires avec des plantes médicinales utilisées par des tradipraticiens, parce qu'effectivement, la préparation que le tradipraticien a fait correspond de façon très précise à l'état de déséquilibre qui explique la maladie de ce patient. Mais ça, là, c'est un peu au petit bonheur la chance, vous voyez. On est dans une médecine qui a évolué et il faut donc poser un regard scientifique sur les données des tradipraticiens. Je respecte beaucoup le savoir du tradipraticien, parce que dans ce fond de tradipraticien, il y a des connaissances qui sont réelles, mais il faut les passer au crible de la critique scientifique. Mais il y a des gens... Oui. Ça n'est peut-être pas le propos de la patiente, même si on entend ce que vous dites, ce désaccord ou cette synchronisation, cet accord entre les praticiens, les tradipraticiens et la médecine. Pourquoi est-ce que les tradipraticiens ne pourraient pas, finalement, eux, s'accorder sur les effets secondaires de tel ou tel produit? Pourquoi leur savoir serait limité en quelque sorte à un tel point qu'il faille avoir recours à la médecine pour trouver... Ce que je vous disais en débutant, c'est que je pense que la plante médicinale doit être l'élément de base que tout médecin doit pouvoir utiliser. Or, les médecins ne le font pas. Et c'est pour ça... Ont-ils le droit de le faire? Il y a une liberté d'utiliser... C'est de la médecine, c'est de la pharmacologie, l'usage de la plante. Hein. Quand vous en disent les médecins, d'ailleurs? Écoutez, le monde est en train de bouger. Vous voyez les grands scandales qu'il y a actuellement sur les médicaments. Si vous prenez l'exemple du Mediator ou d'autres comme le Vioxx, ces grands médicaments modernes, ils sont passés à travers tous les cribs de la pharmacologie. Ils ont été étudiés sur des milliers de malades. Mais quand vous passez dans un usage où vous passez de 1000 patients à 10 millions ou 100 millions de patients qui utilisent le même médicament, et si l'effet secondaire vient une fois sur 1000, à ce moment-là, vous voyez apparaître 10 000 morts, comme ça s'est passé avec le Vioxx, et vous les retirez du marché. Ce qui veut donc dire que ces grands médicaments, même s'ils passent à travers les cribs de la pharmacologie moderne, sont quand même porteurs de risques qui sont fonction de chaque individu et qu'on n'est pas encore capable d'identifier. Donc tout le problème est là, c'est l'identification des risques pour chaque individu. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il était important d'écrire un livre qui s'appelle « La médecine personnalisée » pour faire prendre conscience à la communauté médicale que le médecin doit poser un diagnostic global spécifique à chaque individu. La médecine, la génétique nous prouvent que chaque être est unique, et pour autant, quand vous voyez comment on traite, par exemple, un rhumatisme, vous avez... C'est le même pour tout le monde. Eh bien, c'est le même pour tous. Donc, il y a quand même là un problème, il y a une incohérence dans le choix. C'est pour ça, la médecine personnalisée, c'est prendre compte de la réalité de chaque individu. Mesdames, alors, voyez dégainer vos petites astuces et délivrez-les nous, faites-les partager. Alors, que faites-vous pour que l'on sache si c'est approprié, le médecin est là pour nous le dire, ou si ça ne l'est pas? Qu'avez-vous utilisé? À quoi avez-vous recours? Chacune a toujours sous le coude ce qu'elle avait fait par une génération au-dessus. Qu'est-ce que vous faites quand, à votre avis, la médecine seule ne suffit pas? Retour donc à la jeune fille prépubère ou à la jeune fille pubère. Faut-il réguler forcément ce cycle menstruel au début peut-être irrégulier? Faut-il laisser la nature faire les choses? Et puis, en France, en Europe, à quoi a-t-on recours en termes de médecine naturelle sur ce point-là? Si vous voulez, à partir du moment où on a compris que les règles, c'est un signe qui traduit un état physiologique particulier, quand il y a des troubles dans l'aspect des règles, qu'il y ait des caillots, par exemple, ou pas, qu'elles soient abondantes ou non, que le cycle soit prolongé ou court, tout ça, ça traduit quelque chose qui est propre à la personne. Donc, il faut faire un diagnostic propre à la personne. J'insiste vraiment, la médecine personnalisée. Hein. Une herbe dans la nature pour chacun. Alors, il y a dans la nature des plantes qui sont capables de diminuer la congestion,
et donc de diminuer le risque d'avoir des règles hémorragiques, d'augmenter la sécrétion naturelle de progestérone, de freiner l'activité des hormones mâles qui peut jouer un rôle important dans les anomalies du cycle féminin, de corriger l'état de la thyroïde parce que la thyroïde joue un rôle important aussi dans la mise en place de la maturation de la muqueuse de l'utérus. Donc il y a tout ce qu'il faut dans la nature à condition de savoir l'utiliser. J'insiste là-dessus. Nous allons prendre notre première téléspectatrice au téléphone, si vous êtes d'accord, docteur. Bien Madame, sûr. bonjour. Vous êtes à Pau, vous avez bien, n'est-ce pas, arrêté le son de votre téléviseur pour une meilleure communication. Nous vous écoutons. Oui, alors bonjour Lady, merci beaucoup de pouvoir m'écouter. Voilà, ma question, ce sera pour le docteur Lapraz, parce que en fait, je voulais justement lui poser comme question. En fait, ma question c'est que est-ce que ne serait-il pas plus judicieux que moi je suis originaire du Burkina Faso et voilà, je sais que moi quand j'étais petite, étant née là-bas, on utilise ma mère utilisait en début de mes règles utilisait des produits de pharmacopée pour les douleurs de règles et donc de temps en autre, les règles faisaient très mal, de temps en autre, ça faisait pas mal. Est-ce que pour avoir un bon diagnostic, on peut pas aller voir déjà quelqu'un, par exemple à l'hôpital, pour vraiment diagnostiquer comment sont vraiment nos règles et après partir chez un praticien pour qu'il nous prescrive vraiment ce qu'il faut, parce que parfois on a l'impression que les praticiens ils savent mais c'est à proximité. Est-ce qu'un bon diagnostic à l'hôpital public qui va coûter cher, ça c'est sûr, pour avoir les moyens, parce que tout le monde n'aura pas les moyens pour faire ce diagnostic. Ensuite, aller voir un praticien pour cela, parce que je sais pas, on peut quand même bien combiner les deux pratiques pour être sûr d'avoir un bon diagnostic. Merci. Voilà ma question. Merci, madame, pour votre participation. Alors oui, effectivement, on regarde ce que vous avez dit. Aller chez le médecin pour entendre ce que l'on a et courir chez le tradit praticien pour, avec ce qu'a dit le médecin, lui demander de trouver le bon remède. Je crois que vous avez bien compris le problème, madame. Effectivement, vous avez bien compris qu'il faut un diagnostic. Donc, vous voulez que le diagnostic soit posé par le médecin et vous voulez que le traitement soit mis en place par le tradit praticien qui saurait qu'il doit, par exemple, augmenter telle fonction, diminuer telle autre. Ça, il faudrait donc qu'il y ait des liens, effectivement, très étroits entre ceux qui connaissent les propriétés des plantes et l'usage des plantes et ceux qui font le diagnostic. Mais ne pensez-vous pas que le véritable avenir pour les systèmes de santé, c'est aussi de former les médecins qui font le diagnostic à utiliser la plante au lieu d'utiliser le médicament chimique quand il n'y en a pas besoin. Vous et voyez ? les tradis praticiens dans tout cela, que deviendraient-ils donc ? C'est tout le problème de la formation. Parce que vous avez soulevé tout à l'heure le problème des douleurs des règles. Vous avez, par exemple, effectivement, des préparations de tradis praticiens qui font disparaître les douleurs des règles, ce qu'on appelle les dysménorrhées. Donc la femme va voir, elle prend une préparation avec plusieurs plantes, elle la poursuit parce que chaque fois qu'elle arrête, ça revient. Donc elle dit, voilà, cette préparation me va bien. Imaginez que dans cette préparation, s'il y a 5 plantes, qu'il y a 4 qui soient positives pour cette malade, et une 5e qui ne lui soit pas adaptée et dont les effets, au bout de quelques mois, vont se retourner contre elle. Et si le tradit praticien n'est pas capable de se rendre compte que dans sa préparation, il y a quelque chose qui fait apparaître chez la femme qui prend cette complexe préparation et qui l'améliore sur un plan, mais qui progressivement l'amène à changer d'équilibre pour la mettre en risque d'autre chose, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un suivi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un suivi attentif. Le problème de la médecine moderne actuelle, c'est qu'elle ne fait pas des suivis attentifs de ce qu'on appelle le terrain du malade, c'est-à-dire le fond de son organisme, l'ensemble de son organisme dans son équilibre global. Le médecin classique, vous allez le voir pour des douleurs des règles, il va vous donner un antispasmodique de synthèse. Vous pouvez aller voir le tradit praticien, il va vous donner une préparation qui va avoir un type d'effet identique. Le problème, c'est quand vous utilisez 5 plantes dans la même préparation, s'il y en a 2 qui ne sont pas adaptés à votre état, vous allez induire, sans le savoir, en toute bonne foi. Moi, j'ai vu des cancers du sein qui ont été induits par des préparations que des gens formés à la phytothérapie, qui n'étaient pas des médecins, des herboristes par exemple, donnaient en toute bonne foi. Et les femmes, dans un premier temps, avaient des résultats positifs,
le résultat faisait que le signe, par exemple, l'excès de règles, les anomalies de règles étaient masquées par l'action réelle des plantes qui étaient dans la préparation, mais malheureusement, ça empêchait ou ça retardait le diagnostic qui faisait que, au lieu de faire un diagnostic d'un cancer qui était latent et qui s'exprimait par des petits saignements, on fait disparaître les saignements, le cancer continue à évoluer par derrière, et 1 an après, vous retrouvez un énorme cancer de l'utérus sans savoir pourquoi ni comment. C'est parce qu'il n'y a pas eu, je reviens toujours à ce que je vous ai dit au début, il n'y a pas eu un diagnostic. Donc, mais effectivement, je vous dis, pour les feuillets africains, je suis sûr que les médecins africains sont tout à fait capables de faire exactement comme on a fait au Mexique. Nous allons partir en Provence. Écoutez, madame au téléphone, bonjour. Bonjour Lady, bonjour docteur. Bonjour madame. J'aimerais juste savoir les bienfaits de la citronnelle, s'il vous plaît. La citronnelle est une plante qui a des propriétés anti-infectieuses, hein, effectivement. Quand elle est utilisée en usage externe, en aérosol par exemple, elle est réputée chasser les moustiques, chasser ce genre d'insectes. Hein. Elle a des propriétés répulsives des insectes. Et surtout, donc, elle a des propriétés à la fois sur le système digestif et sur le système nerveux parce qu'elle a un côté sédatif. Elle agit en particulier sur le système alpha-sympathique, qui est un système qui répond en excès lorsqu'on est soumis à des stress. Donc c'est une plante extrêmement utile. Alors sédatif, meilleure compréhension de tous, docteur, nous sommes dans la vulgarisation. Alors sédatif, ça veut dire quoi? On est énervé, et voilà. Ça nous calme? Ça calme. On dit que c'est digestif aussi? Ça a des actions digestives. Parce que, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre avec une plante médicinale, c'est qu'elles sont composées d'un ensemble de principes actifs dont chacun est capable d'induire dans le corps des réactions. N'oubliez pas que c'est de la chimie. C'est de la chimie naturelle, mais c'est de la chimie. Et donc, ces réactions, elles donnent des effets qui peuvent se manifester au plan global. Par exemple, si on prend une plante comme le thym, qui est une plante très connue en huile essentielle, l'essence de thym, dans la cuisine, c'est une plante qui a des propriétés à plusieurs niveaux. Elle a des propriétés anti-infectieuses qui peuvent se manifester au plan digestif, au plan respiratoire, au plan des applications cutanées en usage externe, mais elle a aussi des actions sur le système nerveux autonome, c'est-à-dire sur le système qui commande le fonctionnement silencieux de nos organes. Et par exemple, elle est capable de faire augmenter la tension. Si vous en prenez pendant trop longtemps et que vous êtes déjà sujet à faire de la tension, vous allez augmenter le risque d'avoir une hypertension qui peut apparaître au bout de 6 mois à 1 an si vous faites une utilisation prolongée sans contrôle. Et à ce moment-là, vous aurez... Pourquoi? Parce que cette plante, elle bloque l'activité du parasympathique, qui est un système qui, lui, au contraire, calme et fait baisser la tension. Donc si vous bloquez le système qui fait baisser la tension, le risque que la tension augmente est tout à fait réel. Et le risque est d'autant plus important si vous faites des traitements prolongés, des mois et des mois avec le même type de plante. Par contre, si vous faites un traitement occasionnel, par exemple, sur 10 jours, vous avez une infection respiratoire et vous prenez des huiles essentielles de thym en aérosol ou une goutte matin et soir ou des infusions de thym très concentrées, vous aurez des effets anti-infectieux réels et l'effet retardé, prolongé ne sera pas évident si vous êtes raisonnable. Alors, pour en revenir à la citronnelle, diurétique aussi, la citronnelle? Un peu, oui. Un peu. Vous avez commencé à nous faire peur, alors continuez. Vous disiez que dans un médicament... Non, c'est pas vous faire peur. Ça y est, c'est fait, on ne peut pas revenir. Non. Alors, vous nous expliquiez que ce soit pour la médecine traditionnelle ou les médicaments en pharmacie, il est des propriétés dans les deux cas qui vont certes réduire ce pourquoi on est traité, mais il est d'autres choses sur lesquelles on n'a pas d'incidence. Et c'est ça le réel problème. Les patientes n'ont pas d'incidence sur comment fonctionne ceci avec cela. Vous nous disiez qu'il faudrait donc que les médecins soient formés pour pouvoir comprendre, connaître la phytothérapie de bout en bout et savoir ce qui est approprié. Je vous ai posé la question, pourquoi est-ce que les praticiens, dans la foulée, ne bénéficieraient-ils pas d'une formation, elle aussi? Je pense que dans les pays africains, il faut leur trouver un statut officiel et que l'OMS travaille avec les pouvoirs publics des divers pays pour voir comment c'est possible de faire cette alliance entre les tradipraticiens et les médecins. Parce qu'effectivement, les tradipraticiens ont l'usage de la plante. Ils voient des effets qui sont réels, ce n'est pas imaginaire. Mais comme je vous disais,
il faut qu'il y ait quand même un regard scientifique derrière pour être capable d'identifier si, alors qu'on fait disparaître un signe, on ne fait pas apparaître autre chose, vous voyez. Et ça, c'est valable surtout pour les... Au risque de me répéter, docteur. Oui. Alors, quand vous parlez d'effets scientifiques, est-ce que le constat que font les tradipraticiens, les guérisseuses, je ne sais pas, n'a pas, comment dirais-je, n'est pas considéré comme une approche scientifique? Si vous voulez, l'approche scientifique, c'est compliqué votre question, parce que les critères scientifiques, c'est quoi? C'est suivre quelqu'un, regarder les effets que la substance qu'il prend induit sur lui, à la fois sur le plan clinique, hein, est-ce que ça fait disparaître la maladie ou pas, et puis surtout sur le plan biologique, est-ce que ça induit des effets qu'on ne peut pas voir comme ça par le simple regard du médecin qui va regarder, mais c'est seulement la biologie qui va montrer qu'il y a des effets. C'est pour ça que la science moderne, elle est tellement dépendante des contrôles biologiques, puisque c'est la biologie qui prouve effectivement... Imaginez que vous prenez une plante qui est anti-inflammatoire, et Dieu sait s'il y en a des plantes à propriété anti-inflammatoire. Et elles ont des effets réels, je peux vous assurer. Même en décoction, même en infusion, il y a des principes actifs dedans. Si elle est bien adaptée au patient, elle va être efficace. Imaginez que cette plante soit capable, dans le même temps, d'induire l'apparition d'une fibrose du foie chez un malade. Comment vous pouvez l'identifier si vous n'avez pas des tests biologiques qui vont montrer que cette plante, elle est bonne pour l'inflammation, mais elle peut être dangereuse pour ça. Vous voyez que c'est compliqué, l'usage de la plante. Hein. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Mais dans l'usage quotidien, on peut mettre au point des préparations d'usage quotidien pour les troubles courants, pour les diarrhées, pour les infections respiratoires, pour les bronchites, le sinusite, tout ce qui ne met pas en jeu le pronostic vital d'un patient et qui est 85%, comme je vous l'ai dit en démarrant, de ce qu'on rencontre en médecine. Hein. Madame à Paris, bonjour. Bonjour Lady. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour avoir une information sur les plantes. Parce que là, je veux faire un petit témoignage qui m'éloigne un peu des plantes traditionnelles parce que ça a créé la désolation dans ma maison. En 98, mon frère, il est mort à cause d'une plante que sa femme lui a préparée. Plus tard qu'en 2008 aussi, ma mère, elle est partie comme ça, elle avait le palu. Il y a un voisin qui était venu lui montrer des plantes qu'on doit lui préparer. J'en pleure jusqu'à aujourd'hui. Elle est partie aussi comme ça. Donc, du coup, moi, j'ai peur maintenant de prendre les plantes, quoi. Je sais que la médecine occidentale aussi a ses limites. Mais au moins là, il y a des notices à lire. Par contre, dans l'autre cas, je ne peux pas citer, quoi. Sinon, ça m'a trop marqué. Donc, je veux que si le monsieur peut m'expliquer un peu comment est-ce qu'on peut savoir si cette plante qu'on te propose, si elle est toxique ou pas. C'est ça ma question, je vous remercie. C'est nous qui vous disons, madame, merci pour votre témoignage. Alors, pertinent la question. Elle est très pertinente et elle rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il faut savoir quelles sont les propriétés de cette plante, donc les effets positifs et les effets négatifs. Alors, juste, docteur, avant que vous alliez de l'avant dans cette explication, est-ce que, par exemple, dans le cas de ce que décrit madame, quand bien même il n'y aurait pas eu ces plantes, est-ce que la situation de santé n'aurait pas, malheureusement, conduit au décès? Parce que là, peut-être on risque d'attribuer à ces plantes-là le décès, alors que peut-être ça n'est pas forcément cela. Vous avez tout à fait raison, Lady. C'est ce que je voulais soulever comme débat, à savoir, on ne peut attribuer un effet négatif à une plante que si on connaît le cas du malade et que si on l'a étudié. Donc, ce n'est pas seulement la plante, c'est aussi le malade. l'individu. Le malade était peut-être dans un tel état lorsqu'il a pris la plante que, en tout état de cause, il serait mort, quel que soit le produit qu'il aurait pris. Je ne peux pas le dire, mais en tout cas, il faut soulever l'hypothèse que ce n'est pas forcément lié à la plante. Hein. Ouais. Donc, vous voyez, c'est compliqué le problème de la toxicité. Hein. Alors, justement, pour en revenir à la science, comment fait-on? Madame dit au moins on sait ce qu'il y a dans la plante, mais encore une fois, on en revient au malade, au cas par cas, comme dirait quelqu'un. Si la situation du patient, de la patiente était telle qu'il ait des points qui n'aient pas été pris en considération, effectivement, les principes actifs qu'il y a dans le médicament pourraient, d'une part, résorber ce pour quoi on les lui administre, mais d'autre part, produire, accélérer, précipiter peut-être autre chose.
C'est exact, c'est pourquoi peut-être j'insiste lourdement, mais si on veut un jour que la plante médicinale retrouve toutes ses lettres de noblesse et soit replacée au cœur de la médecine, parce que je considère, et je ne suis pas le seul, plein de médecins qui travaillent avec moi dans divers pays du monde sont tout à fait d'accord, considèrent que le potentiel thérapeutique des plantes médicinales bien utilisées est considérable et permettrait de résoudre un ensemble de problèmes. Des problèmes économiques, par exemple des problèmes de dépendance des pays dits du Sud, enfin qu'on disait pays du Sud, et qui sont aliénés aux médicaments de synthèse fabriqués par les pays du Nord, et qui donc grèvent les budgets de ces pays-là, s'ils se centrent, et il y a des laboratoires français qui ont établi des partenariats, je connais des laboratoires français, des industriels de la phytothérapie qui ont utilisé des partenariats et qui ont validé l'usage traditionnel de plantes médicinales dans le traitement du paludisme. Ça existe. Et il y a maintenant, on peut avoir des traitements antipaludéens avec des plantes présentées sous forme de gel répondant à tous les critères de la pharmacologie moderne qui sont mis sur le marché dans les pays africains pour des coûts qui sont presque dérisoires. Donc vous voyez, il y a tout un enjeu économique. Mais surtout, le problème de fond, c'est qu'il faut d'abord poser le problème de la science et le problème de la réflexion scientifique sur la plante médicinale. Je voudrais vous emmener à Londres. Écoutez, monsieur au téléphone. Bonjour, vous avez la parole. Oui, bonjour Lady. En tout cas, j'aimerais dire merci d'abord au docteur Jean-Claude pour tout le travail qu'il entreprend, et surtout pour la clarté des informations qu'il nous donne. J'aimerais lui poser d'abord une première question qui est relative au tradit praticien. Qu'est-ce qu'un tradit praticien et qui devient tradit praticien? Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Je crois que dans nos pays africains, on a des médicaments qui peuvent vraiment faire beaucoup de choses, soigner beaucoup de personnes, mais il y a une volonté, il y a un manque de volonté politique et les tradis praticiens qui ne peuvent pas faire de diagnostic nous sommes obligés de faire recours aux médecins pour nous faire les diagnostics et puis après maintenant on court derrière les tradis praticiens pour les médicaments. Alors est-ce que la deuxième question que je voudrais poser, est-ce que pour le manque de volonté politique de nos dirigeants, ce n'est pas à cause de l'intervention de l'OMS que nos dirigeants ne peuvent pas prendre en considération les vertus de ces médicaments traditionnels? Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un lien entre les chercheurs et les tradis praticiens ou bien les médicaments qui sont sur le terrain? Par exemple, le médicament qui soigne le palu, il n'y a pas de volonté de nos politiciens à aller sur le terrain, à engager des chercheurs pour aller voir les composants de ces médicaments. Alors, quand c'est comme ça, tout ce qui rentre en ligne, comme le docteur le dit, toute cette amalgame de médicaments, il n'y a pas de suivi et il n'y a pas de contrôle. Or, les Blancs, eux, simplement, ils seraient allés voir concrètement ce qui se passe dans ces médicaments qu'on prend pour nous soigner. Et c'est ce manque de volonté-là qui nous manque en Afrique. Merci, monsieur, pour votre intervention. Et je voudrais enfoncer le clou derrière la vôtre, d'ailleurs, d'intervention. Et en attendant, ce sont les femmes, donc, pour parler du paludisme, les médecins de famille, par la force des choses, qui vont donc faire comme elles peuvent avec les enfants, administrer tout ce qu'il y a sous la main que prescrit le médecin. Quand les moyens financiers ne le permettent plus, les femmes vont devoir avoir recours aux recettes de grand-mère. Et quand ça ne fonctionne pas, elles vont sortir de chez elles pour aller voir la guérisseuse, le tradit praticien. Et tout cela, quand même, cet enfant est un individu qui, à très court terme, aura ingéré toutes ces choses-là. Et Dieu seul sait ce qu'il attend quand il devient grand. Et oui, vous soulevez effectivement le problème du devenir à long terme des effets de ces médicaments qu'on prend, mais c'est valable aussi pour les effets des médicaments de synthèse, que ce soit des antibiotiques de synthèse. Imaginez par exemple, comme il m'est arrivé de voir, que vous voyez un enfant de 5 ans qui, depuis la naissance, a eu 52 otites, dont je parle dans le livre, et qui a eu plus d'1 an d'antibiotiques. Ne croyez-vous pas que la conséquence de ces produits toxiques pourrait être à ce moment-là
sur le fonctionnement futur de cet enfant aura des effets négatifs peut-être aussi importants que ceux des plantes médicinales. Donc il faut mettre dans les deux plateaux de la balance les avantages et les inconvénients. Mais pour en revenir à ce que disait ce monsieur, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les États pourraient décider de mettre en place des structures où on trouverait à la fois le tradipraticien et le médecin dans le même lieu, et où un partenariat... Ou dans la même personne? Ah, ça, dans la même personne, oui. Tout simplement. Mais le problème, c'est que... Mettre dans les programmes de formation, pardonnez-moi de vous interrompre... Des tradipraticiens. Eh bien voilà, oui, c'est-à-dire qu'on ne devrait en clair ne pas être médecin tant qu'on n'a pas par ailleurs fait sa spécialisation sur le registre des plantes médicinales. Tout à fait. Il faut, à mon avis, vraiment, si cette émission pouvait aider à faire prendre conscience au pouvoir public, non seulement dans vos pays, mais dans les nôtres, que la plante médicinale, le médecin doit apprendre à l'utiliser pour traiter les affections courantes avant de traiter les affections graves avec les médicaments chimiques, ou de les réserver pour les médicaments chimiques, réserver aux affections chimiques ces médicaments graves. Nous aurions fait aujourd'hui un travail considérable, Elie, je peux vous assurer. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Quand on voit que les systèmes de santé explosent et qu'on laisse les plantes comme ça alors que les médecins pourraient les utiliser tous les jours et donc apporter aux malades des bienfaits insoupçonnés. Dans le livre, j'ai demandé à un certain nombre de médecins étrangers qui utilisent la plante médicinale dans la vision endobiogénique, c'est-à-dire la vision telle qu'on l'utilise, eh bien, ils font état de résultats, mais spectaculaires. Et je ne suis pas le seul, nous sommes des dizaines et des dizaines de par le monde. Donc il faut vraiment que ça se sache maintenant. Alors, en attendant, ce sont les femmes qui en font les frais, parce que vous avez fait pratiquement le tour du monde, vous l'avez constaté, les populations féminines ne sont pas les plus fortunées. Quand il y a une véritable situation de santé, elles y vont comme elles peuvent, avec ce qu'elles n'ont pas sous la main et surtout ce qui leur tend les bras. Et en attendant que les gouvernements en Afrique, avec ceux en Occident et les institutions internationales s'accordent sur ce que vous nous présentez là, les femmes vont quand même... On risquerait, mesdames, de devenir moins que la moitié en termes de chiffres de la planète. Je vous emmène écouter monsieur à Toulouse. Bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour. Je suis un peu surpris aujourd'hui que les Occidentaux veulent parler de la médecine mixte, quand on sait que ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes Occidentaux qui ont diabolisé la pharmacopée en Afrique, qu'aujourd'hui se rendent compte qu'il faut qu'on revienne sur la médecine traditionnelle, donc mixte aujourd'hui entre occidentale et celle d'Afrique. Donc, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, qu'on puisse lier ces deux médecines, lorsqu'on sait que ce sont les mêmes détracteurs qui l'ont diabolisé et qui ont enlevé dans la tête des Africains que notre médecine était superbe, qu'aujourd'hui qu'elle est mauvaise. Comment voulez-vous qu'on puisse le faire aujourd'hui? Voilà ma question. Merci monsieur. Alors justement, la question est pertinente à un tel point que les patientes vont se méfier. On préfère avoir un comprimé à avaler plutôt qu'un breuvage d'une couleur pas possible et à un goût juste improbable à avaler. D'abord, je ne dis pas que la médecine africaine est mauvaise. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les traditions de tous les pays. La question de monsieur était, non pas ce que vous avez dit, mais monsieur disait que pendant longtemps, la médecine traditionnelle a été conspuée et aujourd'hui, l'Occident serait en train de se réconcilier avec. Et à ce titre-là, disait-il, pourquoi devrait-on aujourd'hui penser que c'est de bon ton ? Parce que l'évolution de la science va être inéluctable. À partir du moment où on est confronté à tous les problèmes liés à l'usage du médicament de synthèse. Et vous ouvrez un journal tous les jours, il y a des scandales, il y a des effets secondaires, il y a des morts, on retire des médicaments du marché qui avaient subi tous les critères de la pharmacologie moderne. Donc la médecine dite occidentale, qui est universelle en réalité, eh bien, elle est obligée de se poser des questions. Mais comment résoudre ce problème de la crise de la thérapeutique à laquelle nous sommes confrontés? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens autres à côté desquels on est passé, qu'on a rejetés, qui sont les moyens des connaissances des ancêtres? Mais la connaissance des ancêtres, comme je vous ai dit, on a du respect pour la connaissance des ancêtres, bien sûr, mais la science a évolué et on doit regarder les connaissances des ancêtres à travers nos connaissances actuelles. Les ancêtres de tous les continents. De tous les continents, bien sûr. Car des tradipraticiens, il faut le rappeler, il y en a aussi en Occident et ils n'étaient pas non plus plébiscités, puisque la science ne prenait en compte que ce qui était science. Madame, à Paris, vous avez la parole, bonjour. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, moi je voulais savoir par rapport à un mélange de citron et de l'ail.
Quels sont les effets, quels sont les effets positifs ou négatifs? Un mélange de citron et d'ail. Vous utilisez du citron et de l'ail, pourquoi, madame? Bon, j'ai vu, moi je n'utilise pas personnellement, j'ai vu un reportage un jour au Rwanda, si je me souviens bien. Bon, tous les matins, c'était dans un centre qui traitait les séropositifs, où ils mélangeaient du citron et de l'ail et les gens buvaient. Merci, madame, pour cette question. Alors, docteur? Alors là, ça rejoint... Merci, madame, pour votre question, elle est très intéressante. Parce que le citron, c'est un fruit, hein, et ce fruit, il a effectivement des propriétés thérapeutiques très importantes. Le citron, il a été démontré que c'est un anticoagulant vraiment majeur. Alors, un anticoagulant pour une patiente potentielle, c'est ce qui permet de faire quoi? Si vous voulez, ça s'oppose au risque des thromboses, au risque des caillots. Si vous expliquez des choses compliquées par des choses compliquées, docteur, ça ne va pas le faire, on ne va pas s'entendre. Si vous voulez, ça rend le sang plus fluide, voilà. Donc, si le sang est plus fluide... Eh bien, à ce moment-là, vous améliorez, vous évitez le risque de faire, par exemple, des embolies. Vous voyez, vous avez moins de risques cardiovasculaires. Hein, donc, c'est effectivement, ça joue aussi sur les lipides sanguins. C'est une plante qui stimule aussi le système nerveux, le système sympathique. C'est une plante qui a une action de drainage hépatique. C'est un fruit extrêmement important. Et couplé à l'ail, l'ail aussi a des propriétés remarquables sur la coagulation. C'est un anti-agrégant plaquettaire. Ça, si vous voulez, ça s'oppose aussi à la formation des caillots. Donc, c'est aussi hypotenseur, ça fait baisser la tension. Ça a été démontré par la pharmacologie. Donc, l'alimentation peut être une façon aussi de se soigner. Hein. Alors, justement, pour parler de l'ail, docteur, est-ce que c'est l'ail naturel en gousse d'ail ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit passé par des gélules? Parce que des fois, on nous le dit, mais après, on dit c'est des gélules. Ça n'est pas dans le panier de la ménagère, c'est dans le panier du pharmacien. L'avantage de la gélule, c'est que l'odeur de votre haleine est quand même moins forte que si vous mangez une gousse d'ail. Oui, mais le désavantage, c'est le porte-monnaie. Le désavantage, c'est le porte-monnaie. Et la gousse d'ail est très efficace. Hein, le citron est très... Autant que la gélule. Pareil, bien sûr, c'est très efficace. Alors, cette association de l'un et de l'autre, nous disait madame au téléphone, donc... Alors là, c'est une association qui peut être très utile chez les gens qui sont gros, obèses, qui ont de l'hypertension, qui ont des troubles cardiovasculaires, qui sont à risque d'infarctus. Donc c'est un plus qui peut être utile dans le cadre d'un traitement, vous voyez. C'est une bonne association, le citron et l'ail. La régie me signale, ils sont en forme aujourd'hui les garçons en face, qu'au téléphone nous avons, c'est le tour d'une femme qui habite à Tours. Bonjour madame, c'est votre tour. Bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour docteur. Bonjour madame. Juste pour savoir, comme on parle de médecine, et pour les femmes africaines que nous sommes, il y a une infection à chlamydia, vous la connaissez. Est-ce que son traitement est par les plantes plus efficace que par les produits pharmaceutiques? C'était là ma question parce que c'est une infection qui dure longtemps. Parce que moi, je suis camerounaise et je suis infirmière de formation et l'expérience a prouvé que plein de patientes, elles sont passées par l'hôpital, elles n'ont pas été bien soignées. Elles sont reparties au village, comme on a parlé tout au long de l'émission, que carrément on retourne au village. Parce qu'au village, on a des potions, on a des purges, mais en fait, quand on refait l'examen, on trouve qu'on est guéri par les plantes. Votre avis, est-ce que c'est prouvé qu'on peut faire confiance à cette médecine traditionnelle pour traiter les infections génitales? Je ne sais pas, à chlamydia précisément. Oui. Merci madame pour cette question. Alors oui, les champignons, les chlamydia. Alors on va déjà commencer par rappeler ce dont il s'agit peut-être. Oui, ce sont des éléments qui s'installent dans le vagin de la femme en conséquence d'un déséquilibre local. Il y a des femmes qui font des chlamydia à répétition, qui ont des mycoplasmes, d'autres contre d'autres germes. Et ce n'est pas forcément une femme peut faire revenir tout le temps le même germe à cause de l'état de son organisme. Donc il faut... Qui n'a rien à voir avec des pratiques sexuelles, comme on laisserait penser. Non, voilà. pas forcément. C'est important aussi de préciser cela, à ces messieurs notamment. Oui, non, pas forcément. Hein, non. Ce sont des germes qui trouvent un milieu favorable à leur développement. Et ce milieu favorable,
il dépend des conditions locales qui sont sous le contrôle de l'organisme général de la femme. C'est toujours pareil. Alors, pour répondre à votre question, il y a des plantes, effectivement, ça a été prouvé en laboratoire, qui, in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, sont capables de détruire ces germes, des mycoplasmes, des chlamydia, et en particulier, certaines huiles essentielles sont très actives sur ce genre de germes, comme l'huile essentielle d'origan, de sarriette, de thym, de girofle. Donc, ça a été démontré, hein. Donc, il y a un traitement qui peut être fait à visée locale. Vous mettez ce type de plante, en extrait de plante, dans des ovules que la femme met localement 2 soirs, 3 soirs par semaine pendant une période plus ou moins prolongée. Et après, vous allez vérifier par des prélèvements si effectivement le germe est disparu ou pas. Quand les germes ne disparaissent pas, c'est un signe qui traduit que l'organisme global de la femme a un déséquilibre assez profond sur certaines fonctions, en particulier un excès d'estrogène chronique ou un déficit en progestérone. Auquel cas, si vous traitez la cause générale, le germe ne va plus trouver localement des raisons de se développer, donc il disparaîtra comme par enchantement, sans même que vous ayez eu besoin de l'attaquer directement. Vous voyez la complexité. La question simplissime, est-ce que tous les médecins prennent donc la peine de revoir leur copie? Parce qu'en l'occurrence, à ce que dit madame, quand on a eu telle prescription et que ça ne fonctionne pas, on retourne voir le médecin et que ça ne fonctionne pas, la troisième fois, on va retourner voir le tradipraticien, ça va fonctionner. Et les médecins ne se posent pas finalement tous les bonnes questions? C'est-à-dire, si vous restez exclusivement toujours fixé sur l'agresseur, sur le germe, et que vous ne considérez pas la globalité, donc, pour en revenir au titre du livre, la médecine personnalisée, vous passez à côté d'une réalité beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Donc, il faut un regard global. Mais il faut savoir qu'il y a des germes qui sont des germes saprophytes habituels dans le vagin de la femme et qui réagissent très vite à des traitements locaux et qui ne reviennent pas. Il y en a d'autres qui sont des germes qui ont dit intracellulaires et qui sont beaucoup plus difficiles à faire disparaître parce qu'ils sont cachés à l'intérieur des cellules elles-mêmes. Voyez. Donc, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux devant ces chlamydia et autres germes? Chez les femmes, c'est souvent beaucoup plus apparent. Hein. Elles ont des pertes, elles ont des problèmes, alors que chez les hommes, c'est beaucoup plus discret. Hein. C'est discret, mais est-ce que les organismes, selon qu'on a un homme ou une femme, sont susceptibles de faire cette résistance au traitement? Oui, comme je dis, parce que si vous vous bornez à un traitement purement local, hein, donc même un antibiotique, par voie générale, qui va avoir une action locale, si la cause de la présence du germe est, par exemple, un excès d'estrogène, une thyroïde trop active, et que vous n'en tenez pas compte, vous n'allez pas changer les causes qui font que, localement, le germe il va pouvoir s'installer ou rester. C'est-à-dire que si vous modifiez les causes locales, on le voit bien en agriculture. Le chien-dent, par exemple, quand dans des champs, vous mettez des insecticides et des pesticides pour faire disparaître des plantes qui gênent les mauvaises herbes, par exemple, vous détruisez le sol et à ce moment-là, vous risquez de faire apparaître en plus d'autres problèmes après. Il y a un appauvrissement. Par contre, si vous régulez la structure du sol, la composition du sol, vous pouvez arriver à faire disparaître des mauvaises herbes sans utiliser des produits de synthèse lourds et qui après rentrent dans les chaînes alimentaires et qui soulèvent les grands problèmes de civilisation des perturbateurs endocriniens, vous voyez. Monsieur à Arras, bonjour. Oui, bonjour Lydie, bonjour à votre invité, bonjour docteur. Bonjour monsieur. Écoutez, je salue votre expertise en matière de médecine tradie moderne, on en a vraiment besoin. J'aurais juste voulu vous faire revenir un peu sur le citron. Vous avez évoqué, en parlant du citron, que c'est un produit, enfin vous l'avez évoqué en termes vertueux, hein, mais il n'existe pas des contre-indications en ce qui concerne le citron, parce que on m'aurait dit, parce que moi j'étais friand du citron, mais j'ai dû stopper net du citron parce qu'on m'a fait comprendre que l'acidité contenue dans le citron peut éventuellement attaquer les racines au niveau des gencives, quoi. Donc ça peut causer, pour ainsi dire, le déchaussement des gencives. Voilà, c'était la question que j'avais à vous poser, docteur. Merci, monsieur. Mais enfin, monsieur de Arras, comment peut-on aimer le citron quand on sait que c'est acide? Alors, docteur, une réponse. Alors, ce qu'il faut savoir, le citron est acide au goût,
Mais en fait, c'est suffisant pour le laisser s'en tenir à l'écart. En fait, c'est sûr, si vous en prenez 10 par jour pendant 3 ans, c'est évident que vous aurez des effets secondaires. C'est toujours une question de dose et d'équilibre en médecine et dans la vie, d'ailleurs, d'une façon générale. Donc, le citron, en fait, c'est un alcalinisant, c'est-à-dire qu'il rend le sérum alcalin. Mais c'est pour ça qu'il faut... pour revenir à votre question sur les effets secondaires du citron, donc effectivement, il peut y avoir des effets au niveau des muqueuses buccales, surtout quand on abuse et qu'on en fait un usage permanent et régulier, quotidien. Ces effets secondaires sont beaucoup moins marqués si c'est occasionnel. Mais si vous prenez du citron pendant longtemps, en même temps que vous prenez des traitements anticoagulants de synthèse, moi j'ai vu des malades qui, prenant plusieurs citrons par jour, parce qu'on leur a dit qu'il faut faire une cure de citron, ont vu leur taux de coagulation diminuer et faire des petits saignements liés à la sommation des effets anticoagulants du citron à ceux anticoagulants du médicament de synthèse. Alors là, ça soulève tout le problème des effets secondaires des aliments, des légumes, des fruits qu'on peut prendre en association à des médicaments ou de synthèse ou à des plantes médicinales par le biais des interférences, c'est-à-dire la façon dont les choses se traitent à l'intérieur de notre organisme. Par exemple, vous savez qu'il y a que le pamplemousse, si vous le prenez en même temps que certains médicaments contre le sida, vous diminuez l'activité de certains et vous augmentez l'activité d'autres. Donc, vous voyez, ce sont des phénomènes extrêmement complexes, ces problèmes d'interférence. C'est pour ça que, si j'élargis un peu la vision de ce que je vous dis, vous comprenez combien ce n'est pas simple d'être certain qu'un ensemble de plantes médicinales qu'on va donner à un malade sans savoir exactement comment elles agissent, qu'est-ce qu'elles vont faire, que va faire réellement cet ensemble sur l'individu qu'on a en face de soi, vous voyez. Moi, je continue à dire qu'on va sortir d'ici en ayant toute peur, parce que vaut mieux se porter bien, parce que tout peut finalement... Non, Lady, la solution est simple. Il faut que les ministères de la Santé décident d'utiliser les plantes médicinales. En attendant qu'ils prennent cette décision... En septembre. On sera toutes vieilles, il nous restera une dent dans la bouche chacune, vous allez voir, mesdames. D'ailleurs, je vais vous laisser parler à une reine qui me dit on se trouve à Rennes. Bonjour. Oui, bonjour Lady. Bonjour docteur Lapaz. Bonjour madame. Oui, je vous appelle parce que je voulais faire un témoignage. Alors, j'ai connu il y a quelques années de cela des problèmes de santé graves suite aux embolies pulmonaires que je faisais à répétition. Donc, les médecins m'avaient administré des anticoagulants pendant une longue période. Or, il s'avère que ces anticoagulants, je ne devrais pas les prendre je devrais les prendre que pour une courte durée. Mais il n'y avait pas d'autres alternatives à mon cas. Donc cela m'a conduit à des effets secondaires très graves. J'ai failli en mourir. Donc je m'en suis sortie grâce à une amie qui m'avait conseillé de m'orienter vers la médecine de plantes. Donc suite à cela, j'ai vu un naturopathe qui m'a prise en charge et je m'en suis sortie. Donc aujourd'hui, j'ai de plus en plus recours à ce genre de médecine et donc je me porte de mieux en mieux. Donc je voulais aussi dire par là que finalement, suite à mon expérience, le risque de toxicité se trouve aussi dans les médicaments de la médecine conventionnelle. Voilà pour ma part ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci, docteur. Merci, Lydie. Merci pour votre témoignage, madame. Des commentaires? Oui, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir que tout médicament est doté d'effets positifs et d'effets négatifs. Le médicament chimique n'échappe pas à cette règle, comme le médicament phytothérapique non plus. À une différence près, quand même, c'est que le médicament chimiothérapique, lorsqu'il est mis sur le marché, il doit répondre à certains critères. C'est-à-dire il y a des critères de dosage précis, de posologie précise, et on doit obtenir une efficacité extrêmement rapide. Quand on utilise la plante médicinale, aux doses auxquelles nous, médecins praticiens, les utilisons, nous utilisons des doses faibles, dont l'activité pharmacologique, d'ailleurs sur le corps humain, ne s'exerce pas de façon aussi puissante que peut s'exercer sur le corps humain l'action d'un remède de synthèse qui doit répondre à ces critères que je viens de définir. Ce qui veut dire que la toxicité potentielle, lorsqu'on connaît bien les plantes médicinales, du fait
qu'on les utilise à faible dose, mais dans des associations qu'on essaye de rendre intelligentes et synergiques, on limite le risque de la toxicité immédiate et violente qui fait qu'on peut présenter un accident aigu à un médicament de synthèse, on le prend et on fait un flash considérable, on fait un édème de Quink et on risque de mourir parce qu'on étouffe instantanément, on a une réaction allergique brutale. Vous connaissez ? D'ailleurs, on dit qu'on ne doit en faire qu'un seul parce qu'un deuxième serait fatal. Oui, parce que l'organisme, il a une mémoire, il va réagir encore plus violemment. Donc alors, quand on voit dans la posologie des médicaments qu'on prend un médicament pour soigner quelque chose, mais il risquerait par ailleurs d'avoir comme effet secondaire un œdème de Quink, on tourne en rond. C'est une question de choix, c'est une question de stratégie et de définition de l'urgence. Si vous avez devant vous une personne, un homme, une femme, un enfant, qui est en risque de mourir parce qu'il fait un édème de Quink, par exemple, et que vous dites « il faut absolument que je sauve la vie de cet enfant, je vais lui mettre 100 mg d'hydrocortisone en injection pour que l'effet de l'hydrocortisone le guérisse immédiatement de cet effet massif de la réaction allergique qu'il vient de présenter », là, c'est le devoir d'utiliser le médicament chimique. C'est le devoir. Vous n'allez pas vous amuser à prendre une plante dont l'effet va se manifester en 2, 3 jours ou 4 jours ou plus en fonction de ce que vous avez recherché. Bien que certaines associations de plantes, lorsqu'elles sont bien construites, sont capables de faire apparaître des effets physiologiques extrêmement rapides et quasiment aussi puissants que les remèdes de synthèse. Vous voyez, c'est compliqué l'usage de la plante, hein, c'est compliqué. Je sors de la consultation avec mon œdème de Quink. Madame Alaigny-sur-Marne, bonjour. Oui, bonjour Lydie, bonjour docteur Laphage. Bonjour madame. Oui, je vous appelle juste pour avoir des éclaircissements parce que j'ai des soucis pour avoir des enfants. On me dit que j'ai une stérilité secondaire. Et là, j'ai été traitée, jusque-là, ça ne marche pas. Je voudrais savoir, est-ce que la médecine des plantes, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Parce que j'ai des amis qui m'ont orienté vers ces pratiques. Et j'ai encore peur parce que j'ai des cas de décès dans ma famille suite à l'utilisation des plantes. Donc, des cousines qui ont voulu se faire traiter et qui ils sont décédés par la suite. Donc, ça me fait un tout petit peu peur. C'est pourquoi je voudrais avoir votre avis sur l'utilisation des plantes pour traiter la stérilité. Merci, madame, pour cette question qui est certainement celle d'autres téléspectatrices. Problème de stérilité, la médecine n'a pour l'instant pas encore apporté de solution pour madame. Envie d'aller voir vers la médecine traditionnelle. Quelques réticences parce que, bon, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Des cas de décès dans sa famille, peut-être pour autre chose d'ailleurs, pas forcément pour cela. À mi-chemin entre l'un et l'autre, on ne sait plus où donner de la tête. Bon, le problème des stérilités secondaires, il faut savoir quelle est la nature de cette stérilité. Est-ce que c'est des trompes qui sont bouchées parce qu'il y a une fibrose? Est-ce que parce qu'il y a un ovaire déficitaire? Donc, il n'y a pas de réponse passe-partout à une telle question, hein. Mais il y a plusieurs causes. Il peut y avoir des causes hormonales, des causes infectieuses, des causes organiques. Ça dépend de toutes ces causes. Mais on peut espérer apporter des résultats positifs à ce type de malade lorsqu'il y a des causes infectieuses qui sont impliquées dans la nature de la stérilité, lorsqu'il y a des causes qui sont liées à une mauvaise gestion de l'enclenchement des cycles hormonaux, mais là, à condition aussi d'être très, très, très précis dans le diagnostic. Mais par contre, s'il y a une cause organique avec une trompe qui est complètement bouchée, je ne vois pas très... Mais est-ce qu'une trompe complètement bouchée se débouche par la médecine? Par la chirurgie, on peut. Il y a eu des réimplantations de trompes, oui, qui peuvent permettre d'obtenir... Mais là, apparemment, elle a échappé, je ne sais pas le cas, mais elle a échappé à tous les traitements classiques. Mais on voit des malades qui ont échappé à tous les traitements classiques pour des stérilités qui sont fondamentalement liées à des mauvaises régulations des successions des sécrétions hormonales et qu'en médecine on n'arrive pas à régler, et qu'il y a des plantes médicinales, lorsqu'elles sont bien utilisées,
arrivent à redonner des cycles réguliers qui permettent d'avoir des ovulations, par exemple, et donc des fécondations. Mais ça, c'est complexe. La question de bonne femme qu'on pourrait quand même se poser, quand le médecin qui suit madame a vu les limites de ce qu'il a proposé, ne lui viendrait-il pas à l'idée de dire madame, on va peut-être essayer autre chose, je vous encourage vivement à aller voir un tel autre confrère? Il devrait. Le problème, c'est que dans notre pays, en France, on est quand même peu de médecins à utiliser les plantes médicinales, hein. C'est pour ça qu'il y a un vrai combat aussi dans ce pays pour introduire la plante, l'enseignement. Je vous assure qu'on pourrait changer énormément de choses dans la médecine si on commençait par apprendre aux médecins qui pratiquent tous les jours l'usage de médicaments de synthèse qui pourraient être réservés à des cas plus graves que ceux qu'ils ont à traiter, en utilisant des plantes médicinales à condition qu'ils sachent les utiliser et que ces plantes, elles répondent aux critères de la pharmacie, qui sont des plantes de qualité, qu'il n'y ait pas de pesticides dedans. Vous voyez, parce que le grand risque de l'automédication dite sauvage, c'est que d'abord, il faut identifier l'origine botanique de la plante, être sûr que la plante qu'on prend, c'est la bonne plante. Ensuite, il faut être sûr qu'elle ne renferme pas des toxiques, des métaux lourds, par exemple, des pesticides, des résidus. Comment vous allez le savoir quand vous allez dans un supermarché, s'il n'y a pas de contrôle en amont, savoir que cette plante, elle est dénuée de ces risques-là. Donc, la plante, peut-être qu'en elle-même, ses propriétés seraient bonnes pour la personne, mais comme elle renferme des produits, des pesticides, on va intoxiquer l'individu dans le même temps en l'améliorant sur un autre plan. Vous voyez que c'est vraiment un grand débat de santé publique. Vous parlez d'automédication. Les femmes, par la force des choses, encore une fois, étant celles qui administrent le traitement au sein de la famille à leur entourage immédiat et bien sûr à elles-mêmes, elles y vont quelquefois aussi avec un peu de charlatanisme en disant « j'ai donné une telle dose à mon tel fils, la dernière fois, tu es plus grand, je vais t'en mettre 2 ». On est un peu à tâtons dans tout cela, on absorbe ce qu'on a vu fonctionner chez la copine, la voisine. Et finalement, on pourrait copieusement soi-même se faire encore plus de mal que les effets secondaires des tradipraticiens et de la médecine réunie. Écoutez, il y a quand même des plantes d'utilisation courante qu'on peut utiliser sans risque. Il ne faut pas non plus jeter l'anathème sur la plante. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'il faut la réintroduire dans la médecine. C'est ça d'abord. Mais ça ne veut pas dire que les femmes en Afrique n'ont pas utilisé des plantes de tradipraticiens qui sont des plantes de qualité. Hein. Encore, c'est toujours la même chose. Il faut savoir ce qu'on prend, hein, des plantes de qualité, et sur des courtes durées, et pour des affections bien ciblées, bien connues, bien répertoriées, vous voyez. Mais ces plantes, elles ont une activité réelle, je vous assure. Monsieur de Belgique, pardon pour l'attente depuis un moment. Si la ligne est encombrée, n'oubliez pas que vous pouvez, vous qui nous regardez, envoyer vos mails à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com pour que nous puissions en temps réel prendre connaissance de votre courriel. Nous vous écoutons, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour Lady. Bonjour monsieur. J'aimerais poser une question au docteur Jean-Claude. J'aimerais savoir si l'hépatite B se soigne de façon traditionnelle ou de façon moderne. Ou alors, ma deuxième question, c'est concernant le livre du docteur. Puisqu'il est presque l'heure, est-ce que le docteur ne peut pas nous dire exactement un peu ce qui se contient dans son livre, ce qui est contenu dans son livre? Et troisièmement, le docteur est parti en Afrique. Est-ce qu'il est venu avec des échantillons de nos médicaments pour essayer de voir le contenu ici en Europe? Merci. Merci, monsieur, pour vos 3 questions. Alors, on va commencer par les échantillons. Les échantillons, moi, je suis parti en Afrique dans le cadre de la Fondation Raoul Follereau dans 2 objectifs. Montrer que des produits d'extraction naturelle du monde minéral, comme les argiles par exemple, et du monde végétal, comme les plantes médicinales, étaient capables, dans les pays africains, mais aussi dans nos pays à nous, d'améliorer et de guérir des maladies digestives fréquentes en Afrique, qui sont les diarrhées, les toxi-affections alimentaires. Hein, le taux de mortalité des enfants est très 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 élevé à cause de ces maladies. Or, il y a en Afrique, je le sais, je suis allé voir certaines carrières hein, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, il y a
des carrières d'argile qui existent dans vos pays, dont il faut faire l'analyse minéralogique, l'analyse cristallochimique, l'analyse complexe en microscopie électronique, et après, utiliser ces argiles en laboratoire pour vérifier qu'elles sont dénuées de toxicité. Une fois qu'on a identifié ces carrières, on peut mettre en place dans vos pays des systèmes d'extraction qui permettraient de mettre à grande échelle dans vos pharmacies des argiles de qualité qui pourraient vous aider à améliorer de façon considérable les diarrhées infantiles, les diarrhées des adultes, les toxi-infections alimentaires qui sont souvent responsables de mort. Pour vous prouver la réalité de ce que je dis, j'ai eu l'occasion de mettre en place à Madagascar, avec la présidence de la République il y a une dizaine d'années, des protocoles dans le cadre des CHU de Tananarive qui ont démontré que l'usage de l'argile dans le traitement du choléra permettait de diminuer la durée de la maladie et le taux de la mortalité. Eh bien, figurez-vous que ces travaux, pour l'instant, n'ont pas été généralisés dans le traitement, dans le traitement du choléra, et pourtant l'OMS est au courant. Donc il y a des barrières à faire sauter, hein, et donc il faut le dire, ces choses-là. Il y a des moyens dans vos pays de vous soigner, mais encore faut-il, vous me parlez des échantillons, pour ramener ça en France. Après, moi, c'était dans le cadre d'une fondation, je n'ai pas les moyens personnels de faire des études coûteuses, mais au niveau d'un État et d'échanges inter-États, on pourrait mettre en place ce type de travail et rapidement arriver sur des choses positives en ce qui concerne la valorisation de vos produits. Et sur l'hépatite C, il y avait une question sur l'hépatite C avant donc celle de finir avec le livre. Alors l'hépatite C, c'est un agresseur qui est extrêmement dangereux puisqu'il peut induire à long terme des fibroses, des cirrhoses et des cancers du foie. La médecine actuelle a fait d'énormes progrès puisqu'elle était capable, par les médicaments de synthèse qu'elle a mis au point, d'attaquer le virus responsable et souvent d'arriver à négativer le sérum des malades qui sont porteurs de cette hépatite. Le problème, c'est qu'un certain nombre de ces malades échappent, il y a des récidives, et d'autres qui sont traités. Ça n'empêche pas, sur le long terme, l'apparition d'effets secondaires graves qui peuvent aller vers ce type de maladie dans certains cas. À partir du moment où, si vous revenez à ce que je vous ai dit tout à l'heure en ce qui concerne le chlamydia, quand on a compris que ce virus est installé dans un organe qui est le foie, mais que le foie, comme le vagin de la femme, il est relié à l'ensemble de la globalité de l'organisme, si vous traitez l'organisme dans son ensemble, même des cas difficiles d'hépatite C, vous arrivez à les maintenir en état, à les prolonger, à éviter le risque, à l'aggravation du risque, à maintenir des taux bas d'ARN viral dans le sérum, comme on peut le voir, parce que la médecine moderne nous permet de contrôler la réalité de ce qu'on fait avec les plantes médicinales. Moi, je vous conseille, de toute façon, d'associer à votre traitement classique, si vous êtes sous traitement classique pour une hépatite C, d'associer des traitements complémentaires qui prennent en compte la globalité de votre organisme dans le cadre d'une médecine personnalisée. Alors, avant la fin, encore 2 questions sur Internet. Donc, bonjour, pourriez-vous demander au docteur s'il a des astuces à donner ou un produit pour faire partir les kilos? Question de fille. Alors, avant de finir avec le livre, y a-t-il alors vers quoi doivent se diriger ces dames avant le mois du maillot de bain pour faire partir tout ce qui est arrivé C'est un vrai problème, l'obésité. C'est un vrai problème de société, en plus, puisque c'est la porte ouverte aux problèmes dégénératifs. Mais alors, les plantes, a priori, on en parle, je dis n'importe quoi. D'ailleurs, c'est vous le docteur, c'est vous qui allez répondre, parce que sinon, je vais y aller moi aussi avec mes recettes de filles. Alors, avant d'arriver au traitement, quand même le diagnostic, il faut savoir qu'il y a 2 types d'obésité. Alors, on ne va pas beaucoup détailler parce qu'il reste juste très peu de temps. Oui. Il y a des obèses, il y a des gens qui peuvent manger 25 kilos par jour et être maigres comme des clous. C'est complètement injuste, ça, docteur. Et d'autres qui mangent une pomme par jour et qui grossissent. Ça, c'est la vérité, parce qu'il y a 2 types d'obésité. Il y a celles qui sont liées à une multiplication des cellules, des adipocytes, des cellules grasses. Donc, ils ont tellement de cellules grasses. Et ceux-là, c'est beaucoup plus difficile à les faire maigrir que ceux chez lesquels c'est seulement la cellule qui gonfle et qui grossit. Comment faire pour savoir dans quel cas on se trouve? Alors, ça, c'est... C'est une autre émission? Oui, c'est vraiment... Alors, tout de même, vous n'allez pas partir sans nous donner 2-3 plantes à avaler pour perdre les kilos qu'il faut. Nous allons prendre monsieur rapidement à Toulouse et finir sur le livre que nous avait demandé monsieur en Belgique. Bonjour.
Oui, bonjour docteur, je vais juste poser une question aux médecins sur le plateau. On parle un peu trop de certaines pathologies. Je voulais savoir comment on fait pour éviter, lorsqu'on a déjà 40 ans, éviter de ne pas attraper, disons, le cancer de la prostate. C'est quand même une pathologie qui est très un peu compliquée pour les hommes. Comment faire pour pallier, avoir une prévention sur cette pathologie? Merci pour cette question. J'ai juste envie de vous proposer, si vous êtes d'accord, qu'on fasse un autre sujet d'émission, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce serait assez préjudiciable, je crois, en 30 secondes, de chercher à y apporter réponse. Si vous êtes d'accord, docteur. Je suis disponible, bien sûr. Voilà. Et monsieur en Belgique, donc, voulait savoir ce qu'il y a dans le livre. On va finir là-dessus parce que le temps court et ne nous attend pas. Alors, si vous voulez, en gros, oui. C'est un livre qui retrace mon parcours, donc médecin parisien, 40 ans de pratique de la médecine, 7 ans en cancérologie à l'hôpital Boucicaut pour traiter des malades en complément des médicaments chimiques avec des plantes médicinales pour les aider à mieux supporter les effets de la chimiothérapie, donc à avoir moins de toxicité manifestée. Donc ça serait un autre débat qu'on pourrait aborder un jour, parce que c'est un grand débat de société, hein. C'est aussi une réflexion globale sur la médecine, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi une médecine qui est si scientifisée qu'elle l'est actuellement est confrontée à de tels problèmes dans l'usage du médicament. Et donc, c'est donc une réflexion à la fois sur qu'est-ce qui a amené la médecine à partir vers la voie qui nous a amenés par Pasteur, par Descartes, vers une voie purement analytique et purement du tout génétique, où on est parti vraiment dans l'éclatement du corps humain en 1000 morceaux et qu'on n'arrive pas à reconstituer. Et donc, essayer d'expliquer comment fonctionne un être humain, ce qu'est un être humain, ce que sont les relations à l'intérieur de l'organisme du corps humain, et comment, quand on a une vision comme ça, cela suppose qu'il y a un système dans notre organisme qui assure la gestion de tout, qui est le système hormonal. Donc, ça change la vision qu'on porte sur le malade, ça change le temps qu'on accorde au malade. On accorde plus de temps au malade parce qu'on voit mieux les choses, on examine plus globalement, et on a une stratégie différente, et ça débouche nécessairement cette vision sur une réintégration de la plante médicinale au cœur de la médecine comme élément de base de la thérapeutique quotidienne. Sur la table des matières, il y a tellement de choses que je ne sais pas ce que je vais retenir. Pourquoi ce livre peut répondre aux questions que vous vous posez sur votre santé. Un médecin qui prend la parole. La médecine par l'épreuve a-t-elle fait toutes ces preuves? Que de belles questions. Une vraie médecine de terrain, un nouvel espoir pour les patients. Et puis aussi, dans le secret d'une consultation, comment avez-vous été rencontré par la personne qui a, alors pas coécrit le livre, c'est cela, je l'ai parlé là de Marie-Laure de Clermont-Tonnerre. Comment a-t-elle fait votre rencontre? L'interprétation, existe-t-il une cohérence cachée derrière tous les signes? Un livre donc aux éditions Odile Jacob, et je cherche désespérément le prix que voici, 21,90 €. Avez-vous le sentiment, une fois que l'émission est terminée, que vous avez pu accompagner celles des patientes potentielles qui nous ont appelés, docteur? Je pense que ce que j'essaie de faire, c'est de leur faire comprendre qu'il y a de l'espoir. Parce qu'il y a une réalité de l'action de la plante. Hein. Que cet espoir, il est réel, mais qu'il ne faut pas qu'il soit illusoire et qu'il faut qu'il soit quand même contrôlé par le regard de la science. Mais que ça ne remet pas en cause la place du praticien dans les sociétés africaines. Une petite plante pour finir alors, et pour maigrir surtout. Sinon elles vont toutes vous en vouloir, vous allez voir. Allez, une plante sous la torture. S'il y a besoin, si ces femmes ont besoin de... Toutes les femmes en ont besoin. D'augmenter la duresse, qu'elles prennent de la piloselle et de la verge d'or. Où est-ce qu'on va trouver ces gris-gris? On peut en trouver en pharmacie. Alors, chez l'herboriste. redites-nous cela de là. Piloselle, verge d'or. Voilà, mesdames. Piloselle, merci, docteur, d'être venu. Vous êtes Jean-Claude Lapraz. Merci pour cet ouvrage et cet entretien. Retrouvez et surtout gardez la santé. Merci à vous qui avez participé à cette émission. Un peu plus qu'une dizaine d'appels, c'est juste merveilleux. Rendez-vous dans notre édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.